explique-nous, quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais? De quelle manière tu accompagnes les sportifs? Donc, moi, je vais dire que je suis consultante formatrice dans le développement du sport par l'éthique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'aime bien la définition, puisqu'on est au championnat de France de badminton, du président de la Fédération française de badminton, qui parle, et puis on a une athlète de haut niveau en parabad, quand il parle de performance, donc je rajoute une définition, il parle d'un équilibre entre la performance sociale et la performance sportive. Donc moi, je travaille beaucoup sur cette performance sociale, et pour les sportifs, je pense que pour leur performance sportive, il faut travailler par rapport à un certain nombre de freins pour qu'ils soient sereins, épanouis pour leur santé mentale, et que ça permettra d'avoir de meilleurs résultats sportifs. Alors, vous vous demandez à ce stade-là de quoi on parle concrètement. Là encore, je vais revenir sur la question qu'on vous a posée. On vous a demandé, sachant que le premier témoignage officiel d'une sportive de haut niveau ayant subi de la violence sexuelle date de 91, à quelle année a été mis en place en France la cellule de signalement dans le sport? Et donc, on vous a proposé plusieurs réponses. On aurait pu imaginer que ce soit assez tôt, 92, voire même peut-être 96 avec les JO d'Atlanta, il s'est passé des événements là-bas. Et non. Alors vous avez à la fois bon et vous avez à la fois pas bon. Karine, qu'est-ce qu'il y a de cette réponse qui est juste et finalement quelle est la bonne réponse? Alors, si on parle de cellules efficaces, on va parler de la dernière, de 2020. Date. Si on parle de la toute première cellule, ce sera bien sous Roselyne Bachelot. Alors pourquoi? Il y a 3 sportives majeures qui ont fait avancer le débat, 3 sportives extrêmement courageuses. La première, c'est Catherine Moyon de Bec, qui a été violée par des collègues d'entraînement et qui en a parlé. Donc la première à en avoir parlé, c'est elle, en 91. Elle a porté plainte, elle a gagné d'ailleurs, mais ça n'a pas fait changer grand-chose. La deuxième, c'est Isabelle de Mongeau dans le tennis, et c'était en 2006. Chacune a fait un livre. Elle, c'était Service volé, et il y a eu une fiction d'ailleurs sur TF1 récemment. Et là, Roselyne Bachelot, qui était ministre du sport, mais aussi de la santé, et je pense que ça a joué, a commencé à faire avancer les choses, fait faire des premières études, et un numéro vert, mais qui n'a pas tellement fonctionné. Et c'est avec le témoignage de Sarah Abitbol, très récent, et son livre un long silence ou un si long silence, qui a donné lieu à un documentaire aussi que je vous invite à regarder sur France 2, qui a parlé encore très courageusement, qui a bien expliqué comment sa performance sportive avait été affectée tardivement par cette question, quand les flashbacks sont revenus. Et là, une cellule a été mise en place avec beaucoup d'efficacité maintenant, heureusement, avec des signalements qui datent d'il y a plus de 20 ans. Alors, on parle évidemment d'agression sexuelle, de viol dans le sport. En quoi les sportifs sont plus exposés que les autres? Finalement, quelles sont les différences, s'il devait y en avoir, entre les sportifs et les non-sportifs? Voilà, j'ai besoin peut-être de comprendre cette notion-là. Alors, spécifiquement sur les violences sexuelles, par exemple, allons-y. Donc, peut y avoir des points communs dans le sport et dans l'entreprise, puisqu'il peut y avoir une relation de domination dans l'entreprise entre managers et salariés. Dans le sport, très fort entre l'entraîneur, parfois le personnel médical et paramédical, les kinés, et les jeunes sportifs, et les sportifs adultes aussi. Donc il y a ce côté domination. Il y a le côté de milieu fermé. Longtemps, on voulait que rien ne se sache en dehors de son secteur. Donc, dans le sport, on a lavé son linge sale en famille. Dans les entreprises, il n'y avait pas trop de transparence. Et puis, il y a quelque chose qui a fait exploser dans les deux tout ça. Ce sont les réseaux sociaux, dans la société en général. Et donc, aujourd'hui, beaucoup plus de choses sont sues. L'État y fait plus de régulation, met plus de moyens. Et donc, ça avance. Après, il y a des différences. Dans le sport, il y a d'abord beaucoup plus de mineurs qui sont très exposés. Il y a le rôle des parents qui peut être
plusieurs sens, parfois qui posent plus de problèmes, qui laissent leurs jeunes beaucoup plus exposés. On n'a pas le temps de trop en parler, mais c'est un facteur qui peut être aggravant. Et puis, il y a la relation au corps, qui est très importante. Et un troisième facteur différent, c'est que l'athlète, on lui demande d'accepter la douleur physique, la douleur psychique. Et donc, quand ces choses arrivent, que ce soit avec un problème, parce que quand on parle de violence, elles peuvent être psychologiques aussi. C'est pas que des viols physiques ou des agressions physiques, il peut y en avoir aussi. Mais en tout cas, quand la douleur arrive, ils ont plus de mal à s'apercevoir qu'il y a un problème et en parler. Alors, tu évoquais tout à l'heure l'influence des réseaux sociaux. Et on parlait évidemment d'agression psychologique. La voie est toute tracée pour voir les réponses à la deuxième question, c'est-à-dire selon vous, quel est le pourcentage des jeunes sportifs ayant subi de la cyberviolence? Alors, vous êtes à peu près, c'est assez partagé, mais globalement entre 55 et 72%. La réponse? Voilà, donc la réponse, c'est 85%. C'est 85%. Et donc, là encore, ça peut paraître surprenant, 85% des jeunes sportifs ont déclaré avoir subi de la violence, de la cyberviolence. Alors qu'est-ce que c'est que cette cyberviolence et qu'est-ce qui la provoque? Alors déjà, ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est pour tous les sportifs, loisirs et de haut niveau. Il y a une étude de la BBC qui a été faite sur les sportifs de haut niveau et qui montre que plus d'un tiers déclarent avoir été victimes. La question, du coup, je ne sais plus. Oui, voilà, on vous met quelques chiffres ici pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que ces sportifs, notamment les sportifs de haut niveau, je pense au tennis particulièrement plus exposés, qu'est-ce qui fait que ces sportifs sont plus exposés? Alors, si on parle du tennis particulièrement, mais c'est vrai pour d'autres sports aussi, avec l'arrivée des paris et des paris en ligne, ça a monté très fortement. Et vous avez peut-être entendu parler de tennismen et women qui sont menacés de mort, qui sont régulièrement, qui ont des injures, alors que s'ils sont noirs, plus à caractère sexiste, raciste évidemment, si c'est des femmes, plus à caractère sexiste. Mais c'est du... Bon, il y a pas longtemps, l'équipe a fait des témoignages de Caroline Garcia et de Bonzi. Ils sortaient d'un match raté à Roland-Garros, ils ont ouvert leur smartphone devant le journaliste et il y avait au moins 60 messages, dont 80% qui étaient de la cyberviolence. Beaucoup de menaces, et là vous voyez sur des chiffres que chez les jeunes qui subissent du cyberharcèlement, il y a 1 sur 2 qui a envie de se suicider à un moment donné. Donc on est sur des choses graves, quoi. Donc on est en train de se dire qu'il y a effectivement des conditions qui affectent la performance des sportifs. Vous mesurez bien évidemment l'impact que ça peut avoir sur les sportifs. Alors on peut se dire que l'environnement sportif n'est pas le seul touché, c'est évidemment commun à la société. Et on va évidemment regarder une autre statistique qui suit sur le monde professionnel et vous donnez la parole. Et la première question que j'ai envie de vous poser, je m'adresse à vous quatre les invités, c'est on voit bien que les sportifs creusent la dimension psychologique de leur être pour améliorer leur performance. Qu'en est-il dans le monde de l'entreprise? Vous avez 2 heures. D'abord, Faustine, avant d'aller voir le monde de l'entreprise, comment tu réagis à ces chiffres qui sont effrayants? Je suis surprise et pas trop surprise. Je ne sais même pas comment réagir face à ça. Je pense que je suis assez nouvelle dans le sport de haut niveau. Ça fait que 7 ans que je suis vraiment dans ce sport de haut niveau. Peut-être aussi moins médiatisé comme on est dans du handisport. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression de subir encore ça. Mais pour autant... j'en suis consciente et c'est pas pour ça que j'ai pas envie de défendre tout ce qui est dit face à ça, parce que que ce soit dans le sport ou l'entreprise, je pense que c'est partout pareil, et tant que la parole se libère pas par rapport à ça, on va pas faire avancer les choses. Voilà.
voulais dire, c'est que maintenant tout évolue. Le sport, la société en général et les sociétés entreprises en particulier, ça se voit très nettement. C'est-à-dire qu'avant, c'était des sportifs qui étaient victimes, qu'il fallait accompagner. Aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des demandes collectives de l'encadrement. De ceux qui pourraient être auteurs, mais qui sont souvent victimes aussi de ces problèmes-là, et qui demandent à être formés, qui demandent à ce qu'on sensibilise l'ensemble des sportifs, des jeunes sportifs. C'est aussi beaucoup de sportifs qui s'engagent, et moi j'aime le rappeler aussi, donc il faut bien les protéger quand ils sont sur le numérique, parce qu'ils s'engagent réellement pour des causes importantes. Et quand je parlais de la santé mentale, du bien-être, il y a un des piliers de la vie qui est de s'engager pour des causes plus grandes que soi. Et donc ça, on peut, je pense qu'ils font énormément avancer les choses dans leurs institutions et dans la société. Et les entreprises elles-mêmes ont commencé à faire ce qu'on les obligeait à faire, des numéros d'écoute et autres. Mais aujourd'hui, et je crois que c'est ça la solution, elles sont beaucoup plus dans les politiques RSE, mais avant c'était plus de la communication. Aujourd'hui, j'observe que c'est de l'engagement réel, parce qu'ils veulent un impact qu'on mesure sur ces questions-là. Ils veulent bien financer des causes. Et moi, je travaille avec les sportifs et les acteurs du monde du sport, justement, parce qu'ils cherchent à financer des performances sociales par le sport. Et la troisième chose, c'est qu'on a parlé... Bon, ça passe plus. Ça va passer. Ça va passer, donc ça revient, effectivement. On parlait beaucoup de la prévention des maltraitances, des discriminations, des violences, et c'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on peut parler de la meilleure solution, c'est d'instaurer une culture de l'inclusion, de l'égalité, de la bientraitance. Et avant, quand on utilisait ces termes-là, c'est qu'on ne voulait pas utiliser les termes négatifs, que ce soit dans les entreprises ou dans le sport. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on veut aller beaucoup plus loin. Et c'est le meilleur moyen de faire de la prévention, c'est avant tout de travailler sur ces points positifs qui font augmenter le potentiel des sportifs, des salariés et des chefs d'entreprise. Merci. On a voulu donner de la place à ces sujets. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Il me semble être crucial de voir ce que vivent évidemment les sportifs, mais aussi ce qu'on vit là aujourd'hui sur ces sujets. Merci à Karine d'avoir accepté notre invitation. Merci à Karine d'être venue